Bon les gars, cette vidéo a été tournée lundi, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, et donc vous allez entendre que j'ai ajouté des audios pour préciser des choses, pour rajouter des précisions qui se sont donc ajoutées au fur et à mesure de la semaine. Donc vous étonnez pas s'il y a un audio un petit peu différent, et si la vidéo n'est pas sortie avant, tout simplement c'est parce que j'avais pas envie de monter une vidéo, surtout dans la période dans laquelle on était. J'étais plutôt sur Twitter, comme vous, à regarder un petit peu ce qui se passait, à retweeter, bref. Toutes ces choses-là. Donc la vidéo est sortie, n'hésitez pas à discuter, à partager un. Salut à tous. Alors, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, j'avais prévu de faire une vidéo donc sur George Floyd. Donc là voilà. Alors cette vidéo-là, j'ai réfléchi beaucoup avant de la faire. Tout simplement parce que c'est une vidéo qui peut être traitée de tellement de manières et surtout avec l'émotion, tu peux y aller, te déchaîner, etc. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir me poser et justement vous donner mes arguments en laissant passer un petit peu l'émotion pour pouvoir vraiment vous expliquer pourquoi ce phénomène est très important, pourquoi il est important pour la communauté noire, mais pas seulement pour la communauté noire, globalement pour l'humanité en fait. Et ce qui est important pour moi ici, c'est de m'adresser bien sûr aux noirs, mais je pense que les noirs de ma communauté sont déjà suffisamment sensibilisés par cette affaire et cette histoire, on va dire. Mais cette vidéo, elle est aussi et surtout pour parler à ma communauté qui est blanche et autres. Vraiment, l'idée là, c'est de pouvoir vous expliquer du mieux possible pourquoi on en est arrivé là et en quoi c'est important que tout le monde se joigne au combat. Alors, le combat aux États-Unis, c'est George Floyd, mais en France, c'est Adama Traoré, en fait. C'est des combats qui se ressemblent énormément en réalité. Et le combat aujourd'hui, il est contre l'injustice, contre le racisme, parce qu'il y a clairement un racisme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler en particulier du racisme institutionnel, car il existe. Alors on va surtout s'attarder sur les États-Unis parce que c'est là-bas que ça a commencé, mais ensuite on va venir à la France. Bon, déjà je vais faire un petit récapitulatif. Donc le 25 mai, George Floyd, un Afro-Américain de Minneapolis, a été assassiné lors d'une interpellation par la police. Et il y a en particulier un policier, Derek Chauvin, qui a mis son genou donc sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes. Donc en fait, il a tout simplement étranglé avec son genou au sol. Bon, ça, je pense que les images, vous les avez vues. Et donc pendant 8 minutes 46. Donc c'était ultra long. Apparemment, 3 minutes avant les 8 minutes 46, George Floyd était déjà tombé dans les pommes. Mais le gars a continué à mettre son genou sur son cou. Floyd can be heard telling officers that he can't breathe at least 16 times in less than 5 minutes. I cannot breathe. I cannot breathe. But Chauvin never takes his knee off of Floyd, even as his eyes close and he appears to go unconscious. Look at him. Get off of him now. What is wrong with y'all? What the f***? He got made. He's not moving. No, did they f***ing kill him? You think that's okay? Check his pulse. Check his right. Check his pulse. Check. The man ain't moved yet, bro. Et donc là, ça fait directement en fait référence à un autre meurtre qui a eu lieu en 2014 de Eric Garner, qui a été tué à peu près de la même manière, donc une exécution publique. Pareil, des policiers qui viennent voir Eric Garner, qui le suspectent de vendre des cigarettes illégalement. Finalement, l'un des policiers l'a étranglé. Et c'était une prise d'ailleurs qui était interdite chez les policiers, mais il l'a quand même fait. Et au final, cette personne est morte. Ok. À cette époque-là, ça a été un bordel. D'ailleurs, il s'en est suivi plusieurs autres meurtres comme ça de la police sur la population. Je pense à Mike Brown, qui a aussi eu lieu en 2014 à peu près. Le gars a pris 6 coups de feu par la police. Un gamin de 18 ans, tu vois, il n'était pas armé, rien du tout, mais il s'est fait tuer comme ça en pleine rue. Il y a eu ensuite, l'année suivante, bon là c'était pas la police, c'était Dylan Roof, donc un gars armé, un suprémaciste blanc qui allait dans une église noire et qui a exécuté 9 personnes, 9 noirs, ok. Il en a laissé une ou deux survivantes et la raison pour laquelle il les a laissées vivantes, c'est pour qu'ils aillent dire aux autres ce qui s'est passé, ok. Donc c'est pour te dire dans quel climat les choses se sont passées. Et dans les cas que j'ai évoqués avant, donc de la police, toutes les personnes sont sorties. D'ailleurs, dans le cas de Eric Garner, le policier a été viré l'année dernière, donc c'est pour te dire à quel point ça a pris beaucoup de temps. Et pour ce qui est de Dylan Roof, on va dire que son arrestation globale n'a pas été si musclé que ça. Si tu veux, ils sont allés le chercher, il a eu faim, donc ils se sont arrêtés à un Burger King, il a pris un Burger King, il a mangé, donc ils l'ont plutôt bien traité, tu vois. Et ça a beaucoup choqué l'Amérique quand on met en parallèle la manière dont les policiers ont l'habitude de traiter leurs suspects noirs.
After about 16 hours on the run, the admitted mass murderer complained to cops arresting him in Shelby, North Carolina, that he was hungry, so police got him food from the nearby fast food joint, according to an account of his arrest in the Charlotte Observer. Il s'est passé tout ce qui s'est passé avant avec les Afro-Américains qui ont été assassinés en place publique sans aucune raison. Et de l'autre côté, vous avez un Dylann Roof qui se permet de tuer des gens de cette manière-là. En plus, les policiers traitent bien ce Dylann Roof, tu vois. Donc tout ça, ça fait beaucoup dans la tête des gens. Là, je t'ai donné quelques exemples, mais si tu creuses, tu vas voir aussi Philando Castile qui s'est fait exécuter au volant de sa voiture lors d'un contrôle. Il n'avait pas d'arme, rien. Tu as eu aussi Alter Sterling. Bref, tu as beaucoup d'exemples comme ça, assez atroces à regarder. Et donc tout ça, ce sont des exemples qui se sont passés entre 2014 et 2016, et ça a donné naissance au mouvement Black Lives Matter, qui signifie la vie des Noirs compte, qui a vocation à mettre en lumière les injustices faites aux Afro-Américains, aux Noirs, plus exactement, par la police et plus globalement par les suprémacistes blancs, comme Dylann Roof. Donc là, je t'ai donné quelques exemples un peu vieux, mais la semaine dernière, il s'est passé aussi beaucoup de choses un petit peu similaires avant George Floyd, en fait. Il y a cette femme qui promenait son chien à Central Park sans sa laisse, et lorsqu'un homme noir lui dit d'attacher son chien, elle a le réflexe naturel de vouloir le sanctionner en appelant les policiers et en jouant la comédie, car elle sait que les policiers ne feront aucun cadeau à cet homme noir qui s'en est pris à une blanche. There is an African-American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I am being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately. Alors c'est historique aux États-Unis, tu as le cas très célèbre de Emmett Till qui s'est fait massacrer par une femme blanche qui l'a accusé de l'avoir sifflé. C'était un mensonge complet et donc il s'est fait massacrer. Il y a des photos sur internet et je te mets un lien d'ailleurs en description pour que tu ailles découvrir l'affaire. Et aujourd'hui, tu as même une histoire plus récente. D'ailleurs, il y a un reportage comme ça excellent sur Netflix qui s'appelle Dans leur regard, qui raconte comment 5 jeunes noirs afro-américains ont été mis en prison à tort pour le meurtre d'une femme blanche. Alors je te préviens, cette série-là va un petit peu te secouer. Tu vas être très révolté à la fin. D'ailleurs, ceux qui ont regardé le reportage, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et il y a eu aussi les entrepreneurs à WeWork, des entrepreneurs noirs qui s'entraînaient dans un bâtiment, un gars qui arrive, qui les voit et qui décide d'appeler la police. We have an office here and this guy came accusing us we can't be here. What office are you in? Don't worry about that. We don't have to tell you. Calling 911 now. Go ahead. Ce qui se passe aujourd'hui sur une fenêtre de 5 à 10 ans est la résultante des 400 dernières années en fait. Ah oui, autre passage que je voulais ajouter parce que je me suis rendu compte que j'ai pas été assez incisif. Mais les deux exemples que j'ai donnés, celui pour la salle de sport et celui pour Central Park, c'est vraiment le résultat d'un racisme institutionnel qui existe depuis toujours aux États-Unis, ok ? Donc ces choses-là, c'est pas un hasard, c'est pas des cas isolés, c'est en fait un état d'esprit hérité depuis l'époque de l'esclavage et ensuite de la ségrégation. Et ce genre de comportement, tu vois, c'est quelque chose qui est encore très actuel aujourd'hui aux États-Unis. En Europe aussi, on a ce problème-là, mais il s'exprime différemment avec l'histoire de la colonisation qui a fait beaucoup de mal, avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est un petit peu différent, mais on a aussi ce problème-là. Et en fait, ce type de racisme-là a un impact sur tous les aspects de la vie de l'homme noir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et se rendre compte. C'est pas de la victimisation de dire ça, c'est juste un fait, c'est réel, c'est là, que tu le veuilles ou non, ça existe. C'est d'ailleurs pour ça que les policiers qui ont fait ça à George Floyd n'étaient pas inquiétés parce qu'ils se disaient que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire et c'est quelque chose qui se répète. Et cette injustice, en fait, existe depuis tellement longtemps. Tiens, par exemple, hier, c'était l'anniversaire de la destruction de Black Wall Street. Et donc, ça fait 99 ans que la ville a été détruite. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Black Wall Street et pour ceux qui n'ont pas regardé Watchmen, parce que j'ai vu sur Twitter que dans Watchmen, ils ont parlé justement de Black Wall Street, c'est en fait une ville qui a été construite au début des années 1900 à Tulsa, donc dans l'Oklahoma. Donc c'est un état du sud, juste au-dessus du Texas. C'est une ville qui s'est construite sur la ségrégation, c'est-à-dire que les Noirs qui travaillaient chez les Blancs, en fait, au lieu de dépenser leur argent dans la communauté blanche, ils vont la dépenser dans la communauté noire. Et en fait, au final, ils ont réussi à construire une communauté, puis une ville prospère avec des cinémas, médecins, un vrai système de santé géré par les riches entrepreneurs noirs qui pouvaient prendre en charge les personnes en difficulté. Donc c'était un système qui était très bien ficelé. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo là-dessus par Grandeur Noire qui explique très bien comment la ville s'est construite et comment elle a été détruite, ok ? Parce que cette ville, en fait, au final, elle a été détruite par le Ku Klux Klan, mais aussi par l'État américain lui-même qui a bombardé la ville. Et donc en un soir, c'était terminé. Plus de 3000 morts, c'était terminé. Donc là, on voit bien que l'institution, donc les États-Unis, n'a pas accepté à cette époque-là
que la communauté noire puisse s'organiser économiquement parlant pour justement pallier au problème de la ségrégation. Donc ça, par exemple, ça a un impact sur le présent en fait, tu vois, parce que en parallèle de ça, les ghettos américains se sont énormément développés. Tu vas à New York, les Noirs étaient parqués quelque part. Tu vas dans le sud des États-Unis, bon, vous savez comment ça se passe et vous regardez mes vidéos, vous voyez quand je parle des rappeurs, d'où ils viennent, etc. Donc, en général, c'est des gens qui viennent vraiment du ghetto. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été prévues au niveau de l'institution. C'est de te dire, ok, les Noirs vont aller d'un côté, les Blancs vont aller de ce côté-là, et c'est comme ça que ça va se passer. Tout va être organisé de cette manière-là. Donc, l'institution, le système américain raciste a fait en sorte justement d'organiser la société de cette manière-là. Et si je commence à te parler de la drogue et comment la drogue a été implantée dans la communauté afro-américaine dans ces années-là, bon, bref, renseigne-toi de ton côté, tu vas voir un petit peu des choses et tu vas comprendre un peu ce qui s'est passé et pourquoi tout ce qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans a un impact sur ce qui se passe aujourd'hui en fait. Et donc je t'ai parlé des ghettos, etc. Et donc les ghettos, c'est la pauvreté. Et donc qui dit pauvreté dit problème de santé, tu vois. Et aujourd'hui, ça, par exemple, le problème de santé, tu peux directement le lier au coronavirus parce que la communauté la plus touchée par le coronavirus, c'est des Afro-Américains, en particulier des femmes afro-américaines. Pourquoi ? Parce que quand tu vas dans les ghettos en question, il y a des déserts alimentaires. C'est-à-dire que tu vas habiter dans un quartier, dans un ghetto, je sais pas moi, de Brooklyn par exemple, ou j'en sais rien. Dans ce quartier-là, il va pas y avoir de magasins où tu vas pouvoir manger de légumes, où tu vas pouvoir manger sainement. D'ailleurs, si tu veux manger sainement dans ces endroits-là, ça va coûter beaucoup plus cher que si tu vas au McDo. Et c'est pour ça que ces gens vont la plupart du temps au fast-food, au McDo, ou ailleurs pour se nourrir parce que ça coûte moins cher. Mais les aliments du McDo, bref, tu sais ce que c'est, donc forcément, les gens n'ont pas les défenses immunitaires et quand il y a une maladie comme ça qui arrive, forcément, tout de suite, ces gens-là sont touchés en premier. On est en période de coronavirus et il y a des bavures policières qui s'enchaînent en fait et qui sont médiatisées, on va dire. Il y a eu Amo Arbery, il y a eu l'infirmière qui s'est fait assassiner chez elle. Tu vois, une infirmière qui se fait assassiner chez elle parce que des policiers se sont trompés d'appartement, tu vois. C'est arrivé aussi l'année dernière, ça, tu vois. Donc, il y a toutes ces choses-là, en plus des vidéos dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et au bout d'un moment, tu vois, les gens commencent à bouillir sérieusement. Ensuite, tu as la mort de George Floyd, qui, en soi, est hyper symbolique, tu vois. Le genou posé contre le cou de George Floyd nous rappelle directement Colin Kaepernick. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai sortie il y a à peu près 1 an là-dessus, Colin Kaepernick est en fait un joueur de football américain qui a décidé depuis 2016 à peu près de protester contre les injustices faites aux Afro-Américains et en particulier les bavures policières, les meurtres en particulier des policiers. Et pour protester, en fait, il a choisi la méthode la plus pacifiste possible, qui est en fait de poser le genou à terre pendant l'hymne national. Ça veut dire que à chaque début de match, le gars va poser un genou à terre pendant que les autres sont debout. Et en soi, quand on réfléchit bien, son acte est extrêmement respectueux. Je dirais même que, personnellement, là je vais parler encore une fois en mon nom, poser un genou à terre comme ça pendant un hymne national est encore même plus respectueux que de rester debout. Ça c'est mon avis personnel, ok ? Quand tu regardes dans l'ancien temps, en France, les chevaliers, pour faire allégeance à un roi, posaient un genou à terre, tu vois. Donc, lui choisit cette manière-là de protester contre ces injustices, simplement pour que les gens commencent à s'intéresser au sujet. Il a eu une très mauvaise presse auprès des Républicains. Ça a été un acharnement médiatique contre lui, en tout cas de la part des Républicains. Et Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a été aussi extrêmement agressif. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Et les gens se disaient, ce Derek Chauvin là, le policier assassin qui a exécuté George Floyd en place publique, il n'y a pas moyen qu'il s'en sorte encore une fois, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ont commencé à sérieusement protester. C'est pour ça que les gens n'en pouvaient plus, tu vois. Même si le policier en question a été arrêté, à l'heure actuelle, encore, c'est pas suffisant parce que il est inculpé d'un meurtre au 3e degré. Alors un meurtre au 3e degré, pour ceux qui savent pas, c'est un meurtre involontaire, tu vois. Et c'est ça qui énerve tout le monde. Alors depuis que j'ai enregistré cette vidéo, la situation a évolué et pour le mieux, on est passé d'un crime au 3e degré, ce qui veut dire un crime involontaire non prémédité, à un crime au 2e degré, c'est-à-dire un crime volontaire
non prémédité. Donc ça a quand même évolué pour le mieux, je tenais quand même à le préciser. Au meilleur des cas, il aurait été même couvert, mais comme les faits sont tellement flagrants et qu'on a tous les éléments vidéo pour dire que ce policier est coupable, il y a toujours cette idée de dire qu'il l'a fait mais involontairement. Donc il y a toujours une volonté de le protéger, tu vois. Et le fait que le système cherche à chaque fois à protéger les policiers, et c'est ça en fait qui énerve les gens. Et les gens se disent, ok, le Colin Kaepernick, ça fait des années qu'il proteste de manière pacifique, il galère. Il a du mal à être entendu. Les gens commencent à se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu d'autres meurtres, il y a eu d'autres marches pacifiques avec des t-shirts, avec le visage de la personne tuée, etc., pour essayer de faire comprendre aux gens la gravité de ce qui s'est passé. Et pourtant, les choses n'ont pas bougé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me dis, je sais pas si la méthode pacifiste est toujours celle qui fonctionne le mieux, clairement. Parce que quand tu regardes aujourd'hui aux États-Unis toutes les émeutes qu'il y a dans toutes les villes, les gens en parlent, tu vois. C'est peut-être négatif parfois, il y a beaucoup de dommages collatéraux, ça c'est certain. Mais au final, les gens en parlent et tu vas voir que les choses vont bouger. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre société, c'est la violence des fois qui fonctionne, tu vois. C'est la guerre, tu vois. Par exemple, la guerre de sécession, clairement, c'est le Sud pro-esclavagiste contre le Nord américain qui veut abolir l'esclavage. Et c'est parce que le Nord a gagné que ça s'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toujours la guerre, en fait, qui doit intervenir à un moment donné. Et les gens se disent, bah, ok, si vous voulez pas comprendre qu'il y a une injustice et que ce policier doit être inculpé au même titre qu'un civil aurait été inculpé dans une situation similaire, eh ben, dans ce cas-là, nous, on va tout casser parce que pas de justice, pas de paix. Tout simplement, tu vois. Donc, cette logique aujourd'hui, je vais te dire, je la comprends, tu vois. Je suis quelqu'un qui, en soi, n'est pas du tout violent ou quoi, mais quand tu regardes ce qui s'est passé, tu peux comprendre le raisonnement des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tout ce qui se passe aux États-Unis. Et surtout, il y a une chose importante qu'il faut noter, c'est qu'aux États-Unis, la communauté noire a vraiment fait bloc. Mais derrière, tu as aussi les autres communautés qui ont compris ce qui se passait. C'est pas un problème de noirs, c'est un problème qui concerne absolument tout le monde. C'est pour ça que tu vas voir des blancs qui vont participer aux manifestations, tu vas voir des hispaniques, tu vas voir des asiatiques, tu vas voir toutes sortes de gens. Et maintenant, parlons de la France. Est-ce que l'on a le même problème ici? Eh ben, carrément, la réponse est oui. Parce que voilà, on n'a peut-être pas la même histoire, mais quand tu regardes, on a le même problème. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Prenons l'exemple le plus connu et l'exemple le plus symbolique de tout ça, Adama Traoré. Quand tu regardes les causes de la mort d'Adama Traoré, c'est les mêmes que celles de Eric Garner ou encore de George Floyd. Tu vois, c'est l'étouffement. C'est d'ailleurs même c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de vidéo. Tu vois, ça s'est passé en pleine nuit. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire d'un côté les policiers qui vont être protégés, même leur identité va être protégée parce qu'au final les visages ne circulent pas. Ok, c'est plutôt le visage d'Adama qui va circuler, son prénom. Et on voit même que Assa Traoré est combattu. Déjà, il y a eu les mêmes choses. Hein. Le casier judiciaire de révélé, les frères qui sont allés en prison, tu vois. Donc, on va un petit peu chercher pour voir ce qui va pas, etc. Parce qu'au final, elle commence à beaucoup gêner. Et surtout, elle ne s'arrête pas. Donc, les gens se disent, ok, ben, on va insister. C'est un peu ça, en fait, le système. Hein. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars s'est fait tuer. Et aujourd'hui, quand tu regardes les médias ou quand tu vois un petit peu dans le débat public, lorsque les gens parlent de l'affaire, t'as l'impression que c'est un criminel qui s'est fait tuer. C'est pour ça que, au final, ça dépasse en fait même cette famille aujourd'hui. C'est une affaire qui devrait parler à tout le monde. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. On peut être d'accord, pas d'accord. Encore une fois, on peut discuter, mais la manière dont ils ont été traités par les policiers, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, tu vois. Donc c'est pour te dire que tout ça, c'est un problème global. En réalité, dans cette affaire, on a besoin de la force de tout le monde. C'est-à-dire, bien sûr, la communauté noire doit être soudée, doit soutenir, etc. Mais derrière, il faut aussi que les autres communautés puissent voir ce qui se passe et se dire, ok, aujourd'hui, c'est peut-être Adama Traoré, demain, ce sera peut-être quelqu'un d'une autre communauté, etc. Bref, il faut faire bloc. Et donc je te parlais de différentes communautés qui peuvent être touchées par ce type d'injustice. Et ben là, on a le cas du petit Gabriel qui s'est fait tabasser par des policiers en pleine nuit parce qu'il aurait essayé de voler un scooter. Alors ok, c'est mal de voler un scooter, mais ça mérite pas une sanction pareille, tu vois. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de vidéo. Donc impossible de prouver. Donc là, c'est la version du policier contre celle du petit Gabriel. D'un côté, le policier dit qu'il est tombé et de l'autre côté, Gabriel dit qu'il s'est fait tabasser. Il faut faire bloc et je pense que c'est pour ça qu'il faut participer à tout ce qui est manifestation. Moi,
c'est quelque chose que personnellement, je vais te le dire, les manifestations, tout ça, c'est pas mon truc de fou, hein. Je vais pas te mentir. Je vais pas te raconter que je suis à toutes les manifestations, c'est pas mon truc, c'est vrai. Mais je pense que tu vois, dans ce genre d'affaires, il faut participer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'utilise ma plateforme aujourd'hui, parce que j'ai conscience que je peux parler à des gens, je peux essayer de leur faire comprendre ce qui se passe. On peut aussi créer la conversation. Il y a une section commentaires, on peut discuter, etc., etc. Mais l'idée, c'est de vous sensibiliser à ce qui se passe. Bon, je suis content d'avoir attendu et de pas avoir trop parlé sous le coup de l'émotion, parce que bon, là, tu commences à partir un peu en sucette. J'espère que vous avez compris de quoi je voulais parler. Là, ici, il n'est pas question de nier qui que ce soit. Il est question de soutenir une cause qui touche la communauté noire, ça c'est certain, mais qui touche en réalité tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Partage cette vidéo, c'est tout ce que je vais te demander ici. N'hésite pas à te documenter aussi. Je vais te mettre quelques liens en dessous de la vidéo aussi pour que tu puisses aller voir, pour que tu puisses approfondir tes connaissances, parce que en réalité, dans tout ce que je t'ai dit, je suis resté sur la surface. Merci à toi et on se dit à vendredi. Allez, salut, ciao.